Retour sur le plateau de Regard Croisé, finalement rejoint sur le plateau par Germain Pouli. Il est le directeur de publication de Togo Réveil. Germain, bonsoir et merci d'être là finalement. Oui, toutes mes excuses à Mathieu, surtout aux téléspectateurs. Bonsoir à Jean-Luc. Bonsoir. Bonsoir à mon aîné Basile et bonsoir aux téléspectateurs. On était sur le Congo où Tshisekedi est déclaré vainqueur des élections dont on attendait vraiment les résultats jusqu'à hier 22h. Oui, je crois que c'est un jour historique. Donc aujourd'hui, pour le peuple congolais, c'est la deuxième fois qu'un président vient au pouvoir dans ce pays par les urnes. Et il faut féliciter ces 37 ans de bataille quand même pour ce parti. Quand on parle de Félix Tshisekedi, il faut parler de l'UDPS, qui est un parti fondé donc par son père dans les années 80, qui a combattu toute la dictature, donc de Mobutu, de Kabila père, de Kabila fils dans un premier temps, puisqu'il a été réélu après. Donc le parti a travaillé, et je crois que c'est cet appareil-là finalement qui a permis à Félix Tshisekedi donc de sortir vainqueur dans un scrutin à un tour. Il faut aussi le déplorer parce que les candidats savaient bien que c'est un scrutin à un tour et que celui qui a une courte avance sur les autres est automatiquement élu, mais l'opposition donc n'a pas pris ces dispositions, mais heureusement que c'est toujours cette opposition-là donc qui a vu son candidat élu, et donc on assiste à une première alternance. Et ce qui m'a frappé, c'est le premier mot donc de Félix Tshisekedi, en tout cas qui a, après avoir rendu grâce à Dieu, a tenu à féliciter le président Kabila. Et il a dit à ses militants qu'il sait bien que ça ne va pas leur plaire, mais il va le faire parce que Kabila, à partir d'aujourd'hui, cesse d'être un adversaire politique, mais un partenaire de l'alternance. Je crois que c'est quelque chose d'important qu'il a dit. Et ça augure donc d'une transition et d'une période qui va bien se dérouler. Là même promis à Kabila un poste ambassadeur donc extraordinaire du Congo, vu son expérience. Et je pense que toutes les oppositions en Afrique devraient avoir ce comportement responsable. Oui. Et je pense aussi que les Congolais ont pris leurs responsabilités. Il y a eu beaucoup d'ingérence. Il y a le doyen Basile qui le disait. Mais les Congolais ont pris sur eux déjà de virer le représentant de l'Union européenne au Congo avant l'élection, d'interdire un certain nombre de médias, même s'ils avaient des représentants. Et on a vu un peu la réaction de la France après, qui se collait aux déclarations de l'Église catholique, qui elle-même finalement n'a pas eu le courage de donner les résultats à sa disposition. Et donc le président de la CENI a été un homme assez courageux, qui a pu résister à toutes les influences et qui a conduit de bout en bout ce scrutin qui finalement, contrairement à ce qu'on craignait, le dauphin de Kabila n'a pas gagné, mais c'est l'opposition qui gagne. Et on ne peut que féliciter donc la RDC, le vainqueur, et ceux qui ont perdu, qui comprennent que c'est un jeu, et surtout que le pouvoir, le candidat du pouvoir semble déjà reconnaître à sa défaite. C'est déjà bon signe. Il y a les Malgaches aussi qui ont donné un bel exemple dans ce cas, alors que ce jeu c'est dans un scrutin à deux tours. Le candidat du pouvoir était éliminé, le candidat sortant était éliminé déjà au premier tour, et les deux opposants sont retrouvés donc au second tour. Je crois que la RDC devrait rester dans cette ligne droite-là et ne pas écouter ces oiseaux-là qui interviennent de partout et qui mettent le pays à feu à sang. Ça a été déjà un grand défi d'organiser cette élection qui a été reportée à 3 reprises, donc depuis 2 ans. Aujourd'hui, il y a alternance et Félix Tshisekedi est élu et qu'il faut que les Congolais s'alignent désormais derrière lui et représentent tout le peuple. Il ne représente pas que ses militants. Et on espère qu'il sera réglé donc le problème de 20 millions de Congolais qui attendent beaucoup donc de cette alternance. Jean-Luc Assiakole en cet instant T de la chose, finalement c'est Tshisekedi qui est le héros ou Kabila? Non, en toute franchise, moi je me dis c'est Kabila qui est le héros. Comment?
Parce que vous savez, Kabila pouvait refuser de ne pas laisser le pouvoir, faire en sorte que son candidat, son dauphin, puisse gagner. Il pouvait le faire parce qu'il avait la possibilité. C'est lui qui est au pouvoir en fait. Mais il a eu cette sagesse. Il s'est surpassé. Et c'est ce que d'ailleurs moi je recommande à nos présidents, enfin au président de la République togolaise, de faire comme Kabila. C'est-à-dire quoi? D'arriver à avoir cette sagesse, à se mettre au-dessus de soi et à permettre à son pays d'avancer. C'est ce que Kabila a fait. Kabila a compris qu'aujourd'hui, s'il veut résister, il y aura la guerre. Parce que c'est ce que les Occidentaux en fait voulaient. C'est-à-dire que résister. Quand Kabila va vouloir résister, ils vont ouvrir le feu. C'est pour ça d'ailleurs que Bemba est revenu. Ne nous le cachons pas. Comme le disait le Jean tout à l'heure, c'est trop facile. Bemba qu'on avait arrêté, du jour au lendemain, on le relâche, on le fait revenir. Mais attends, il est en mission. Mais quand le dossier est vide, il y a de quoi... mais comment... Pourquoi ils n'avaient pas, depuis longtemps, vu que le dossier était vide, et que c'est du jour au lendemain qu'on constate que le dossier est vide, Bemba n'était pas relâché comme ça, par hasard, non. Donc aujourd'hui, moi je pense que c'est Kabila qui est ce terreau-là qu'on doit acclamer, qu'on doit couronner de tout, et félicitations à lui, et que vivement ces dictateurs-là prennent exemple sur Kabila, surtout le chef de l'État togolais. On n'est pas encore sur le Togo. Non, bien sûr, on y viendra. On y viendra forcément dans le courant de ce grand rendez-vous de ce soir. On reste toujours en RD Congo pour parler de cette élection de Tshisekedi. Résultat contesté par Fayulu et la France. Comment on peut... J'allais donc intervenir là-dessus tout à l'heure pour dire, mais de quoi je me mêle? De quoi se mêle la France pour une élection qui s'est déroulée au Congo? La France prône les normes démocratiques. Écoutez, la France n'a qu'à prôner les normes démocratiques, c'est très bien. Non mais écoutez, mais on ne peut pas continuer par accepter de telles ingérences dans les affaires africaines. On se rappelle de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, la façon avec laquelle la France a intervenu et que finalement on est allé proclamer des résultats dans l'hôtel du Golfe, dans l'hôtel où siégeait l'un des candidats. Et on est allé appeler des caméras, des médias internationaux pour venir filmer la proclamation d'un résultat qui n'a pas été celle annoncée déjà par la CENI. Et la France a cautionné tout ça. Et aujourd'hui, nous voyons Kabila. Et nous voyons Gbagbo là-bas. Et il est devenu d'ailleurs un prisonnier encombrant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut comprendre que la France joue un jeu trouble sur le continent africain. Les intérêts de la France n'a qu'à les garder pour elle. Mais de quelle ingérence on peut continuer encore par faire sur le continent africain dans cette affaire de la RDC? Je crois que tout à l'heure, Assia Colley félicitait le président Kabila. Je me joins à lui pour féliciter le président Kabila et le peuple congolais. Mais il faut que les gens arrêtent de nous donner des leçons. Parce qu'on est le pays, le grand pays de la démocratie, et on prend sur soi de dire... Mais le ministre des Affaires étrangères de la France ne peut pas continuer par se considérer comme le ministre des colonies africaines. Il faut qu'on arrête ça. Mais c'est aussi ça son rôle, non? Mais non, je suis désolé. On ne peut pas accepter que la France continue pas à prendre les pays africains comme des condominiums de la France. Ce qui énerve, c'est qu'on organise une élection au Congo et le ministre des Affaires étrangères de la France intervient dedans pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec le résultat ici. Mais on est où là? On est où? On est en Afrique. On est dans notre Afrique. On est en RDC. Laissez les populations de RDC, laissez les candidats de RDC contester avec véhémence, comme nous avons l'habitude de le voir. Mais les gens ne contestent pas. Vous parlez de quelqu'un qui a contesté. Il a contesté humblement, je vous dis. Et après, humblement, moi je me dis, il a contesté humblement. Il y a certaines compilations qui le donnaient... Non, c'est des histoires. Et puis, je ne sais pas ce que l'Église catholique a à voir avec une élection. Est-ce que l'Église catholique, elle a saigné? Mais il faut qu'on arrête de faire des trucs comme ça en Afrique. Je dis, il faut qu'on arrête. Moi, je félicite toujours le peuple congolais. Je félicite le président Kabila. Je sais qu'il ne va pas se laisser aller à ces considérations-là. Et c'est le peuple congolais qui va gagner. Et le peuple congolais gagnera. Je suis persuadé. Pour vous, la France n'a pas le droit de dire que tout n'a pas été clair? Bon, alors la France, dans un premier temps, s'aligne
sur la menace de l'Église catholique qui disait de tenir les résultats. Le ministre Jean-Luc et Jean-Yves Le Drian dit que l'Église catholique dit que c'est pas conforme. Ben voilà que l'Église, qui a été au moins responsable, n'a pas donné les résultats, sachant qu'il n'avait pas tous les résultats, il n'avait qu'un échantillon. Donc il ne peut pas donner un résultat, ce n'est pas d'abord son rôle, comme le disait. Et il n'avait pas les vrais résultats. C'était une pression parce qu'il pensait que Kabila allait peut-être déclarer la victoire de son dauphin. Donc c'était une pression pour qu'il y ait les vrais résultats. Maintenant, l'Église, elle avait les vrais résultats. Elle avait les preuves de ces résultats, pourquoi elle ne les diffuse pas? Dans un premier temps, la France appuie sur cette Église qui finalement dit, bon, elle prend acte de l'élection, mais que ce n'est pas conforme, pour ne pas perdre totalement la face. Et la France qui revient dit qu'elle attend des explications. C'est là où je rejoins entièrement. Quelle explication? Quand Macron a été élu, quel président africain ou américain ou asiatique Macron a été élu avec moins de 40% des Français. En ce moment, ce qui se passe en France avec les Gilets jaunes, quel président africain demande à la France des comptes? Je crois qu'il faut arrêter. Et puis, la grande puissance, les États-Unis qui ont joué un grand rôle dans cette affaire pour que cette élection se tienne, ils n'ont encore rien dit. Mais si l'élection s'est tenue, devait se tenir le 30, a été reporté finalement pour se tenir. C'est grâce aux États-Unis. Et ce pays-là ne dit rien. Et l'ONU aussi a fait sa déclaration. L'Union africaine a fait une déclaration responsable. Donc il faut que la France, je crois que, comme encore une fois, les Congolais ont pris leur responsabilité, ont dégagé de ce jeu les troubles faits, à commencer par l'Union européenne. On était surpris, mais finalement on se rend compte que ça a permis quand même d'organiser une bonne élection, le fait de virer le représentant de l'Union européenne, et finalement d'interdire partiellement RFI, puisqu'il y a un correspondant local, on ne comprend pas pourquoi il faut encore envoyer un Français, alors que la radio a un correspondant local. Pourquoi envoyer encore un journaliste français pour couvrir? Je crois que là encore, et les Congolais ont pris leurs responsabilités. Je crois que l'Afrique devrait de plus en plus se comporter de cette manière. Jean-Luc Assel-Collé, pour vous, la France n'a pas le droit de dire un mot sur cette élection-là? Non, je crois que la France, M. Macron et ses amis, qui n'ont qu'à aller s'occuper des Gilets jaunes. La France, aujourd'hui, n'a plus rien à faire en Afrique. La France n'a plus de leçons à donner aux Africains. Aujourd'hui, les Africains sont assez matures pour quand même organiser des élections. Pourquoi la France s'ingère dans cette histoire? C'est tout simplement parce que, à voir l'allure de la démarche française, on comprend que la France s'énerve parce que son candidat n'est pas à la tête. Est-ce que la France avait un candidat? Oh oui, les réseaux mafieux français ont un candidat. Je ne voudrais pas donner de nom, mais ils ont un candidat qui peut-être n'est pas sorti. Et c'est pour ça que la France est furieuse. La France voudrait qu'on recommence ou bien qu'on reprenne ces élections-là. Non, ces élections ne vont pas être reprises. La France doit comprendre que nous sommes maintenant à un siècle où les Africains veulent leur indépendance. Nous n'avons plus besoin de la France. La France n'a qu'à nous laisser aller de l'avant. Vous comprenez? Il faut que ça s'arrête. Comment un ministre des Affaires français, un ministre des Affaires étrangères peut se permettre de venir dire qu'il attend des explications? Mais c'est grave. Puisqu'on avait l'habitude de recours à ces puissances-là quand ça chauffe, c'est le moment où jamais, quand ça ne va pas... Non, je crois que ça, la faute, c'est à nos présidents, à nos chefs d'État, qui, à un moment donné, se sont fait préfet de cette France-là, qui était des bénis oui de cette puissance-là, qui peut-être servait ou bien arrangeait les intérêts de la France. Mais aujourd'hui, je crois que la majorité de ces chefs d'État commencent par comprendre un peu ce qui est en train de se passer. Et petit à petit, je crois que l'Afrique est en train de sortir des mains de cette puissance-là qui est en train de nous faire du mal. Bon, vas-y la Fayoum n'est pas aussi d'accord. Il dit de n'avoir pas reconnu le verdict des urnes, parce que de par le passé, peut-être on lui a promis, selon certaines... C'est un mauvais perdant, c'est tout. C'est un mauvais perdant. D'autant plus qu'il y a eu, je crois, ces représentants dans tous les bureaux de vote. Et les résultats qui ont été donnés
il n'arrive pas à donner des résultats, qui contestent, qui remettent en cause ces résultats. Mais on se lève tout de go, on dit est-ce qu'il avait la capacité, il a le pas pouvoir de se prononcer? Il était il est candidat. Et donc il a l'obligation. Tout candidat a la possibilité, tout candidat a la possibilité de recueillir les procès-verbaux, de faire sa compilation, de faire la compilation et de dire selon les procès-verbaux que j'ai recueillis dans tous les bureaux de vote, voilà le résultat. Mais si vous n'êtes pas capable de montrer les procès-verbaux et que vous vous mettez parce que vous savez qu'il y a quelqu'un quelque part ou bien un pays quelque part qui peut vous appuyer et que vous venez raconter de telles histoires-là, je dis c'est un mauvais perdant. Il faut que les mauvais perdants se taisent pour permettre au Congo d'évoluer. Les Congolais ont trop souffert. Il y a eu trop de morts dans leurs histoires depuis longtemps, depuis avec Mobutu, le départ de Mobutu et tout ça. Là. Il faut que ça s'arrête. Ce monsieur, je suis sûr que dans les jours à venir, il va s'assagir. Et pour que la France aussi s'assagisse et suive que le Congo veut aller de l'avant. Germain. Oui, bon, en même temps, je crois que les élections, il s'agit d'une question de souveraineté. Oui. Et pendant longtemps, nos États ont pris l'habitude que l'Europe et l'ONU financent les élections. Et vous avez, par exemple, au Togo, depuis au moins 3 élections, le pays finance les élections. C'est une bonne chose. En RDC, on a vu aussi que les autorités, pour une fois, ont refusé l'aide étrangère. Malgré les difficultés, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de difficultés dans l'organisation de cette élection. Mais les autorités ont dit, on le gère avec le moyen de bord. Et je crois que c'est le premier acte de souveraineté. Mais après, il y a cette question de coopération. On ne peut pas dire que la France doit quitter l'Afrique ou la France. Non, l'Afrique a besoin de la France. La France a besoin de la France. Si réellement l'Afrique a besoin de la France, c'est le moment où jamais pour la France de se prononcer sur certaines mers. Non, ça relève. À quoi cela gêne, je dis, sur des questions de développement, sur des questions de sécurité, on peut pas par mettre exemple. Des moyens s'il vous plaît, même sur les questions de sécurité, on ne va pas faire la gueule. On a besoin de la France sur des questions de sécurité. Sur des questions économiques et de développement, même sur des questions de santé et tout ça, on en a besoin. Moi, j'ai couvert récemment une activité où il y avait une 50aine de médecins africains d'une 15aine de pays formés par la France. On en a besoin. On a besoin de la France a besoin de nous. Mais sur des questions de souveraineté, là où les peuples doivent désigner leurs dirigeants, que les Français s'abstiennent. Ils peuvent tirer le ficelle, mais quand ça ne réussit pas, comme dans le cas congolais, il faut qu'ils arrêtent. Ils peuvent le faire. Ils ont intérêt à avoir des présidents plus favorables à leurs intérêts. C'est normal. C'est comme partout ailleurs. Vous avez vu l'Europe, tout son comportement par rapport à l'élection de Trump. Ils étaient tous opposés. Tous les médias occidentaux étaient contre Trump. Tous les sondages étaient contre Trump. Jusqu'aujourd'hui, l'information en France est contre Trump. Vous voyez ce qu'on dit du mur que Trump veut construire, tout ça. Mais les Américains ont choisi Trump et ça, il faut respecter. Et je pense que sur des questions de souveraineté, la France doit commencer par respecter les choix des Africains. Après, le président qui viendra, il va pas... il doit collaborer avec la France. Nous sommes dans un monde de mondialisation, nous sommes dans un monde où c'est vrai qu'aujourd'hui, les Africains se tournent beaucoup plus vers la Chine. Mais la France a cet important rôle qu'on ne saurait dénier et qu'il peut jouer dans d'autres secteurs, notamment sur des questions de sécurité où on en a besoin, ça c'est vrai. Sur des questions de développement, on a besoin de la France et tout ça. Mais sur des questions de souveraineté, il faut que la France laisse les peuples africains choisir librement. Après, ceux qui sont élus peuvent traiter avec la France. Jean-Luc Assiakole, finalement, le ministre français a fait un faux pas. Non, c'est un faux pas qu'il a fait. Mais je voudrais revenir rapidement en arrière par rapport à ce que Germain a dit tout à l'heure. Quand on parle de la souveraineté, moi je dis il y a la souveraineté politique, il y a la souveraineté économique, il y a la souveraineté culturelle si on veut. Alors, la souveraineté politique, Germain me dit qu'il ne faudrait pas que la France s'y mêle. Alors, il y a la souveraineté économique. C'est le lieu de dire qu'il faut qu'on en finisse avec le CFA. Parce qu'avec le CFA, la France est en train de nous couillonner, excusez-moi le terme. Il faut qu'on en finisse avec ça. Personne ne reste les Africains dans le CFA.
Bah oui, mais attends. On l'a dit, je suis désolé, il le dit, mais dans les réalités, c'est autre chose. Les réalités sont autres. Mais les réalités sont autres. Les réalités sont autres aujourd'hui. La France ne veut pas laisser l'Afrique, enfin l'Afrique francophone aller d'elle-même. Il faudrait laisser l'Afrique permettre ou bien arriver à battre monnaie. On a la possibilité, on peut le faire. Nous avons des intellectuels, on peut le faire. Des expériences malheureuses en Afrique. Non. Ghana, Guinée, Nigeria. Non, c'est pas des expériences malheureuses. Ça ne marche pas. Non, si. Aujourd'hui, les anglophones, regardez. Ça ne marche pas. Et donc, je pense que, franchement, moi, aujourd'hui, comme tu viens de le dire, le ministre des Affaires étrangères français a fait un faux pas. Il n'avait pas le droit de demander des explications aux Congolais et il n'a même pas le droit de dire que les élections, les résultats ne sont pas conformes et qu'ils veulent la vérité des urnes. Alors, des explications, voilà. Pourquoi au Togo, lorsqu'il y avait eu des élections, ils n'ont pas parlé? Non, je veux juste ouvrir une parenthèse. Pourquoi ils n'ont pas parlé de la vérité des urnes? Pourquoi? Parce que comment tout a été clair? Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pas apporté de preuves. Ah si, en 2015, ils ont apporté de preuves. Qui a apporté Cap 2015 a fait un mémorandum. Je ferme cette parenthèse. Devant quel coup constitutionnel? Ah si. Il n'y a pas eu de recours. Je suis désolé. Alors, à quoi peut-on s'attendre dans les jours qui viennent en matière de ces déclarations-là qui peuvent toutefois porter une atteinte à la quiétude dans le pays? Non, je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure, que je compte sur la maturité du peuple congolais et que ce peuple-là ne va pas se laisser aller à va-t-en-guerre comme la France est en train de le pousser. Je crois que les gens seront plus intelligents que la France et qu'ils ne vont pas mettre à feu à sang leur pays pour les désidératas d'un ministre des Affaires étrangères en mal de sensations qui veut se faire voir du nom. Et il n'y aura rien. Moi, je suis persuadé qu'au Congo, il n'y aura rien au Congo. Il n'y aura aucun problème au Congo. Les Congolais vont comprendre qu'ils ont un président. Ils n'ont qu'à suivre ce président-là et le pays va aller bien. Et que la France est obligée d'accepter le président que les Congolais se sont choisis à eux et coopérer avec ce président. Parce que, vous savez, aucun pays ne peut vivre en autarcie. Dire que le Congo va vivre sans la France. Non. C'est vrai. Nous avons tous besoin les uns des autres. Et ce que Gbagbo disait tout le temps, mais coopération gagnant. Il faudrait que les Français comprennent que nous apportons quelque chose. Eux aussi, ils apportent quelque chose. Et nous allons tous en avant. Nous sommes dans un monde qui ne peut plus se passer de l'un ou de l'autre. Donc il faut que la France comprenne. Je suis persuadé, je continue par le dire, que rien de mal n'arrivera au Congo. Les Congolais sont plus intelligents que ceux qui veulent les entraîner dans des histoires. Germain Poli, c'est tourné définitivement la page Kabila. Oui, c'est définitivement tourné après la rallonge, donc après la fin de son mandat, pratiquement 3 ans. Ça a été difficile pour Kabila de faire comme Denis Sassou Nguesso de l'autre côté de la rive, qui a pu réviser la Constitution pour continuer. C'est un jeune président qui va prendre sa retraite parce que justement la loi dans son pays limite le mandat. Et c'est une nouvelle ère aussi qui s'ouvre pour cette opposition, parce que l'UDPS, ça fait 37 ans dans l'opposition, je le disais, et il faut pouvoir faire mieux que Kabila, parce que les attentes aussi sont nombreuses. Il ne s'agit pas de parler alternance, mais il faut venir faire mieux que ce qu'on critiquait. Donc là encore, il va falloir s'organiser pour faire mieux. Et je pense aussi que la collaboration entre le pouvoir sortant et le pouvoir entrant se fera. Tout dépendra aussi des autres résultats des élections, notamment législatives et provinciales. Et on espère que ce pays saura collaborer dans sa diversité pour pouvoir être ce pays riche. Vous le savez, le Congo a d'énormes richesses. Le premier producteur de cuivre, le premier producteur de cobalt, avec les 2 tiers donc, de ce minéral-là au Congo, et plein de choses. Et je crois que aujourd'hui, avec cette alternance sur le Congo, les Congolais restent soudés, ils pourraient davantage s'orienter vers le développement de leur pays. Jean Siakole, quel est l'avenir finalement de Kabila, jeune président qui a pris sa retraite?
Non, je crois que Tshisekedi a déjà tracé l'avenir de Kabila. De toutes les façons, il va bénéficier des privilèges d'un ancien président de la République. Il sera tranquille dans le pays, pourra voyager comme il a envie. Il bénéficiera de l'immunité que va lui conférer la République congolaise. Et je crois qu'il pourra aussi se reposer s'il a envie de se reposer. Être ambassadeur, cela couler douce, tranquille quelque part. Et je pense que c'est déjà bon. Et c'est ce que je demande au président africain. On va devoir marquer une pause, messieurs. Restez scotchés à nos programmes. Le journal juste après. On se retrouve pour la suite.